Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Après, j'ai une question pour Anne, brûlante, mais j'attendrai, hein. Je vais faire Donc, des questions pour la fin. voilà, oui, mais pour la discussion. Non, parce qu'elle m'a ouvert un petit monde, on verra ça après. Bon, donc vraiment merci. Et Dominique, on a un rapport, j'ai un rapport privilégié avec lui qui est ma référence à mesure de pollution dont j'ai vraiment besoin parce qu'en épidémiologie, il faut bien mesurer avant d'établir les effets. Donc, très rapidement, hein, je vous parle des effets sanitaires des ultrafines. Il y a des choses qui ont été déjà dites, donc j'irai facilement. Ça a déjà été montré pour dire que quand ce n'est pas clair, c'est parce que c'est pollué. c'est c'est une ville en Chine, parce que c'est là qu'il y a des belles photos à prendre. On a aussi dit que donc dans cette pollution, il y a les gaz dont on ne va pas parler vraiment aujourd'hui, mais il y a aussi ces particules. Et en disant que finalement, plus on va vers des ultra fines, plus on a vraiment des gaz aussi. Et là, je vous ai rappelé qu'il y a quand même le diesel, qui est une partie des particules fines de 2,5, dont le 90% selon les localisations a moins qu'un micron. Et moi, en épidémiologie, j'ai pas mal d'études où j'ai ce micron parce que j'ai essayé de cibler le diesel. Donc, euh, les problèmes de santé des ultrafines dépendent finalement de leurs caractéristiques. Et la première caractéristique, c'est la taille. En fonction de la taille, les particules pénètrent plus ou moins au fond, hein, après l'inhalation de notre organisme. Donc, les très grosses s'arrêtent aux voies aériennes supérieures. Celles qu'on appelle les fines arrivent jusqu'aux bronches. Médicalement, bronches égale asthme, hein, par exemple. Et alors que la première maquette est plutôt des problèmes trachéites ou problèmes de nez. Celles d'un micron arrivent jusqu'au poumon. Et puis voilà, les ultrafines qui sont 0,1 micron, eh bien, pénètrent, franchissent la barrière alvéolaire, se retrouvent dans la circulation du sang. Et dernièrement, on a même compris qu'il y avait un passage de la barrière olfactive et donc un passage direct vers le cerveau qui est peut-être l'organe qui est ciblé de deux façons différentes, par le sang et puis par cette pénétration nasale, pour ainsi dire. Et comme cela a été déjà dit, évidemment, ce n'est pas tellement une question de taille, mais c'est aussi une question de nombre. Et j'aime bien ce tableau qui avait été fait en 2001. Vous voyez, ça fait longtemps par un toxicologue écossais, Donaldson, qui montrait bien que à parité de masse, hein, selon en fonction du diamètre, on a vu que le diamètre, c'est une notion qu'on prend pour nous simplifier la vie. Le nombre de particules variait, donc pour celles que nous, on connaît un peu, là, le 2 microns approche les ultrafines, on en avait une voire deux, hein, par millilitre et on arrivait à 2,5 millions, hein, en nombre pour une sorte d'ultra fine, vraiment très très fine. Ce qui fait, et ça c'est les données expérimentales que je vais vous montrer, que il y a un phénomène de coagulation et comme un film qui va induire une inflammation qui est très poussée. Alors, qu'est-ce qu'elles font, ces particules fines? L'experte mondiale des particules fines et des effets sur la santé, c'est Annette Peters qui est à Munich et qui a écrit cette revue que vous retrouvez sur PNAS, donc publiée par PNAS, les ultrafines qui se dépositent dans le nez translocal passe au cerveau, ça on l'a vu. Deuxièmement, celles qui arrivent dans le poumon activent le système immunitaire parce que nous sommes faits, les êtres humains, pour nous défendre contre les agressions. Celles qui sont
euh, ingurgité, disons avalé, pardon. Euh, Après ce nettoyage qui est fait de façon biologique, descendent, vont dans le train, malheureusement dans la partie gastro-intestinale de nos corps, et puis il y a cette translocation dans le sang par les alvéoles, passage dans le cœur, et puis plein d'autres organes qui sont atteints. Et voilà, c'est un processus inflammatoire qui s'installe avec des mécanismes qui ont été bien décrits et qui sont complexes. Donc, ce qui veut dire que ces ultrafines sont associées à plusieurs phénomènes de santé et que étudier la mortalité, toute cause, a un sens, ce qui a été fait. Donc, les, tout cela, hein, au niveau de la population générale, parce qu'il y a plein d'études qui sont de type expérimental, a commencé toujours avec Annette Peters en 97, quand à partir d'une étude de panel d'asthmatiques, elle a vu qu'il y avait une corrélation assez puissante entre le nombre de particules qui avaient, vous voyez là, un diamètre très petit, 0,01 à 0,1, hein, et le peak flow, qui est cet indicateur de la perte de souffle qu'ont les asthmatiques quand il y a ce qu'on peut appeler une exacerbation de la pathologie. Et ça va être très discuté. Il y a eu un éditorial sur ce travail parce que personne n'avait pensé à regarder les ultrafines jusqu'à ce moment-là. Alors, ensuite, il y a pas mal d'études pour dire que ces particules sont liées aux problèmes de santé de deux façons différentes. Euh, Aigu, en considérant les concentrations euh, quotidiennes, et puis bien sûr à long terme. Alors pour tout de suite, en fait, ça a été fait avant que 2022, mais une étude qui montre comme la variabilité du cœur, qui est aussi quelque chose de très, qui se modifie très rapidement. Hein. Donc, c'est vraiment un marqueur subclinique de changements qui sont rapides de santé était associé, là c'est peut-être un peu compliqué, deux modèles, mais pour le message, c'est qu'il y a finalement deux associations avec les effets immédiats, bon, c'est personnel ou centralisé au niveau de la population. Je passe les détails, mais c'était une indication intéressante. Ensuite, je vous présente ces données parce que ce sont toutes les hospitalisations pour des maladies respiratoires à New York entre 2013 et 2018 qui montrent, là vous avez plein de risques calculés hein, dans tous les cas selon le lag, c'est-à-dire la période considérée entre les mesures journalière des ultrafines et l'effet sanitaire. Et vous verrez que, voilà ce qui a été vu, on est dans l'asthme pour n'importe quel lag. Hein, on a un effet mesuré par le risque euh, excédentaire hein, d'être hospitalisé pour asthme. Dans le cas, bon, ça c'est une maladie un peu rare où il y a de l'infectieux, la bronchiectasie, mais là aussi, la pollution aux ultrafines participe, contribue à la pathologie. Dans la bronchite, hospitalisé pour bronchite, c'est quand même grave. Et dans l'emphysème aussi, on a un effet hein, de ces particules qu'on peut considérer cumulatif. Je ne sais pas si vous voyez cette courbe qui
augmente et qui nous dit que ben, après 7 jours, l'hypothèse dans ce cas-là, c'est aussi que cette pollution est constante et continue. Personnellement, depuis quelque temps, je travaille beaucoup sur cette pathologie qui est la fibrose pulmonaire idiopathique. Finalement, elle n'est pas si idiopathique que ça parce que on connaît les facteurs de risque. C'est encore une fois ces maladies pulmonaires, le tabac et la pollution atmosphérique. J'ai beaucoup publié sur la pollution atmosphérique. J'ai même trouvé, mais c'est pas l'objet d'aujourd'hui, qu'il y a une fragilité génétique, que les sujets qui ont ce gène ont un risque accru, mais là, c'est l'experte mondiale de cette fibrose qui a mis en relation pour la première fois tous les papiers portés sur ozone, NO2 et les particules fines. Elle a considéré les ultrafines. Et comme événement de santé, elle a considéré ceux qui euh, vivent après une greffe de poumon, parce que la seule façon de soigner cette pathologie de façon définitive, c'est de faire une greffe, hein, parce que le poumon devient fibrotique. Et puis aussi, le décès. Et voilà, c'est une figure un peu compliquée, mais on voit bien qu'en considération du nombre de particules fines, ben, le risque augmente, le risque qui est en abscisse augmente pour un risque général qui était calculé être 1,08. Ça vous semble pas beaucoup, mais quand on transfère ça à la population générale, donc à des millions, ça représente des risques. Et puis, il y a aussi des données assez intéressante sur les ultrafines et le cancer. Là, c'est la morbidité par cancer du poumon. Vous voyez, il y a 45 000 sujets âgés plus que 50 ans, pardon, et il y a un risque qui est modeste, mais d'autres études montrent qu'il y a bien un risque. Alors, Annette Peters a vraiment beaucoup travaillé, donc je cite aussi son étude, parce qu'elle en a fait deux. Un, tout de suite après avoir découvert que le pic flow varie en fonction des ultrafines, comme ça s'appelle le débit de pointe en français, pardon. Et, euh, et puis, cette étude sur la mortalité dans trois villes différentes. Et en épidémiologie, on aime bien tenir compte de facteurs de confusion. Et ce qu'elle a trouvé, que la publication de 90 était répliquée en 2020, quelque chose avec les ronds, ce sont les ultrafines, et puis le nombre de particules, c'est le carré. Donc, en effet, plutôt un lag de 5 ou 7, mais dans le cas de la mortalité respiratoire, ah ben, c'était vrai aussi pour d'autres lags. Et puis, les effets les plus forts étaient observés pour ça a été montré par Anne, hein, pour le mode Aken. Donc, elle a vraiment fait des études qui sont très performantes et tient compte du tabagisme, d'autres facteurs de risque qui sont importants. Et elle est en train de publier aussi une méta-analyse, hein, en reprenant plein d'études. Hein. J'ai fait un choix hein, parce que j'avais pas le temps d'aller trop dans le message qui montre qu'il y a bien un effet significatif, bien que tout petit. Alors, tout ça, c'est avec les concentrations journalières. Et évidemment, on a envie de savoir ce qui se passe avec
ce qu'on appelle les effets à long terme hein, de l'exposition à ces particules ultra fines. Et je vous cite, il y a des données pour la morbidité, mais j'ai choisi cette étude par les Hollandais et Gerard Hoek, je pense que Dominique le connaît parce qu'il est partout dans la pollution et depuis longtemps, a considéré une cohorte de presque 11 millions d'adultes hollandais qui ont été suivis entre 2013 et 2019. Et comme montré à droite, et ici, il trouve qu'il y a un lien avec la mortalité cause naturelle. Il faut prendre les triangles verts et ou les carreaux bleus, là où il a ajusté sur les facteurs de confusion pour la mortalité cardiovasculaire, relation très forte pour la mortalité respiratoire et aussi pour la mortalité par cancer. Tout à l'heure, ce n'était pas la mortalité, hein, c'était la morbidité. Donc, et puis, là, ben, il avait les moyens hein, donc, et les données, donc il a pu faire même la part des choses entre le carbone élémentaire et les particules fines. Et donc, on voit bien hein, que c'est sont des données qui montrent hein, finalement qu'il y a une relation entre pollution générale hein, et, euh, et mortalité. Et c'est très intéressant dans cette étude parce qu'il y a plein, il étudie aussi les corrélations entre les gaz et les particules. Alors, là, évidemment, l'autre caractéristique des particules à prendre en compte, c'est la composition. Ça a été déjà montré. Donc, j'ai sauté, quoique c'était dans l'autre sens. Hein. On commençait par le haut pour aller vers le bas. Là, on commence du tout petit et on va vers le très grand. Ouais, pourquoi pas? Au moins, on change quelque chose. Et là, vous avez la composition hein, dans le détail. Mais j'ai envie de parler un petit peu de black carbone parce que c'est ça qu'on fait en épidémiologie. Alors déjà, je ne sais pas si vous avez vu ce papier américain qui a fait une modélisation de l'exposition black carbone dans les États-Unis. Et quand on fait, ça c'est pour vous soutenir votre travail, hein, Dominique, parce que quand il n'y a que le modèle de transport, bah, on a l'impression qu'il y a des zones qui se sauvent. Et par contre, quand on inclut les mesures factuelles, les données observées, voilà, on arrive à la conclusion que ce black carbone est ubiquitaire. Hein. Et donc, voilà quelques données. Ce sont là les Chinois, mais qui sont en Allemagne, ils sont partout. Et donc, et la dernière colonne présente le risque de, de maladie des voies aériennes inférieures, là où pour les pathologies qui sont incidentes, donc le sujet est simple, il a été exposé et il devient malade, et c'est la pollution, c'est sur le long terme, et puis pour les maladies qui sont fréquentes. Et en Europe, nous avons cette belle étude qui est l'APS, qui a été financée par la Commission européenne. C'est mon ami Stafford qui a fait ce beau papier où il montre ben, qu'il y a un risque de en fait, c'était pour mesurer, pour avoir la fonction dose-concentration, dose-réponse, pour ensuite pouvoir faire des analyses plus pointues de calcul d'impact. Donc, je sors juste avec une diapo du respiratoire et cardiovasculaire pour vous parler de données intéressantes sur Black Carbone et maladies neurodégénératives hein, qui ont été publiées il y a 2 ans.
et qui renforce l'idée que voilà, il y a vraiment ce passage par le bulbe olfactif avec un risque augmenté selon qu'on utilise encore une fois des mesures objectives ou le modèle. Alors, j'ai pratiquement fini. Ben, ce qu'on souhaite en santé, c'est qu'on prenne en compte ces particules ultra fines et dans cette publication de l'OMS, il y a les bonnes pratiques hein, qu'on voudrait appliquer, qu'il faut passer, je pense, à notre gouvernement. Il faut quantifier les ultrafines en établissement le nombre, mais ça vous le savez, hein, je prêche un convaincu hein, et pas se limiter aux particules fines. Il faut que ben, vous soyez au centre de ces mesures et puis il faut aller vers le nombre de particules pour monitorer, disons, les sources et l'OMS a donné, il y a une commission qui travaille sur ça, des normes à partir de 10 000 particules par centimètre cube sur 24 heures, ben, on peut considérer qu'il y a un risque pour la population. Et bien sûr, il faut faire d'autres études euh, épidémiologiques ou expérimentales dont on a vraiment besoin. Même discours pour le black carbone ou pour le carbone élémentaire et pas ça, c'est très important. Il ne faut pas remplacer les mesures qu'on fait. Il faut rajouter des nouvelles mesures, hein, parce qu'on sait que ben, on enlève d'un côté et puis on met de nouveau, mais il faut être exhaustif. Il faut faire des inventaires d'émissions, mais ça, on pourra en discuter, faire des risk assessment et puis aussi des choses plus compliquées comme l'apportionnement des sources. Et puis, et développer des instruments juridiques. Alors, pour conclure, bah, on n'a pas dit qu'il y a quand même 9 millions de décès liés à la pollution dans le monde chaque année et qu'il s'agit d'une sous-estimation. Pour la France, la fourchette va de 48 000 à 100 000 selon la publication qu'on utilise. Euh, les ultrafines contribuent grandement, mais nous ne savons pas jusqu'à quel point. Euh, Tout le monde est exposé, mais évidemment, il y a les fragiles et les susceptibles. Il y a une vulnérabilité aussi géographique, sociale, hein, qui fait que les gens sont plus exposés en fonction des sources. Il faut des valeurs limites, des recommandations comme on a pour les particules fines et il faut agir tout de suite. Et puis, bon, voilà, je suis une chercheuse, donc mes besoins sont dans la caractérisation de l'exposition, la compréhension des mécanismes et puis la quantification des impacts à long terme au niveau de la population. Et voilà, et ça, c'est mes PhD depuis 2015, dont je suis fière. Merci.